Salut les éplucheurs de carottes, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui je vais vous partager une vidéo qui n'a pas été demandée directement, mais qui je pense pourrait intéresser beaucoup de monde. En fait, c'est la transcription et entre guillemets la traduction des grandes lignes qui ont été abordées par Dean Ambrose, Jon Moxley et Chris Jericho sur la dernière édition du podcast de Chris Jericho. Donc ce podcast, il était extrêmement intéressant parce que Moxley, Ambrose, je ne sais pas encore comment l'appeler, mais on va l'appeler Moxley. Moxley rentre vraiment dans les détails de l'enfer qu'il a vécu à la WWE, enfer plutôt psychologique, et vous allez voir pourquoi. Car c'était une bataille continue avec les scénaristes et avec Vince McMahon. Mais malgré tout, dès le début du podcast, Dean Ambrose, ça y est, Moxley, allez Ambrose, on s'en fout, pour le moment c'est encore Ambrose, nous donne une leçon de vie, c'est que tout est toujours une question d'équilibre et qu'à la WWE, d'un côté, il admet sans aucun problème que son passage, donc il est arrivé en 2012 avec le Shield, son passage à la WWE, l'a fait passer du stade de garçon au stade d'homme. Donc en ça, il est incroyablement reconnaissant envers la WWE de lui avoir permis de grandir à tel point dans sa vie. Mais le revers de la médaille, c'est que depuis qu'il est parti, il a un sentiment de légèreté incroyable, que tout le poids qui s'accumulait sur ses épaules depuis autant d'années s'est complètement évaporé. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble en détail dans la vidéo du jour, générique. Sa décision de quitter la WWE, elle est arrivée à l'été 2018, alors qu'il était encore en convalescence et qu'il était blessé. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit, bon, quand mon contrat termine, je pars. Je vais pas essayer de me faire virer, je vais pas essayer de faire des conneries. Aussi parce que Renee Young, sa femme, elle bosse là-bas, donc il veut vraiment partir de manière complètement clean. Il veut pas, burn bridges, donc il veut pas foutre le bordel en partant. Il veut simplement terminer son contrat et ensuite partir. Mais sa décision, elle était prise. Dans ce podcast, il va très rapidement rentrer dans le détail d'anecdotes et de détails très précis de comment ça se passe dans les coulisses de la WWE. Il nous donne comme premier exemple une fois où il était heel, un scénariste vient lui remettre son script de sa promo. Il commence à lire un petit peu le truc et puis il voit que il doit dire des choses complètement débiles, de description de son quotidien, genre ouais, aujourd'hui j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais dans ce qu'il décrit, en fait, il n'y a rien de normal. Et ce qu'il dit dans le podcast, en fait, il le décrit comme des activités que ferait un débile complet. Donc il a dit, non, moi je vais pas dire ça. Donc il redonne son script au scénariste en disant, vas-y, réécris-le, on verra ensuite. Sauf qu'une fois que la version lui revient, c'est une version qui a été validée par Vince McMahon. Donc là, il se dit, merde, il faut que j'aille parler directement à Vince. Et donc il lui dit pareil, il lui dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, personne ne fait ça, il y a que les cons qui font ça. Et Vince lui dit mais si, c'est ça qui fait la beauté de ton personnage, c'est ça qui fait que tu es toi. Donc il dit ah oui ok, donc en fait ma gimmick, je suis un débile quoi. Et là Vince lui dit non tu es pas débile, tu es différent. Et donc cette anecdote qu'il va décrire pendant de longues minutes, parce qu'il va nous rappeler tous les steps avec ce scénariste, ceci, cela, Vince, blablabla, les allers-retours dans tous les sens dans l'arena lors de Monday Night Raw. Voilà, en fait, grosso modo, c'était pour décrire en quelques minutes quel était son quotidien à la WWE pendant 6 ans. Il enchaîne aussi avec une autre anecdote, toujours un petit peu de la même manière. Il est à Raw, il feud avec Seth Rollins, c'était un Raw pendant lequel il devait apparaître 6 fois. 5 promos backstage, qu'elles soient live ou enregistrées auparavant, et une dernière en fin de show sur le ring. Et quand il lit son script, en fait, il voit qu'à un moment, on lui parle de ramasse-crotte, un pooper scooper, comme il l'appelle dans le podcast. Donc il commence à lire ça et dit non, il n'y a pas moyen que je parle de ramasse-crotte dans ma promo. Donc il refuse, et puis il essaye de s'arranger avec le scénariste en disant que la nouvelle version qui vont sortir de sa dernière promo, ils vont simplement enlever le mot pooper scooper, parce que, tenez-vous bien, si jamais Vince McMahon voit ce terme, il y a 9 chances sur 10 qu'il soit complètement amoureux du truc et qu'il éclate de rire en disant « Ah, ramasse-crotte, trop marrant !» Donc ils voulaient absolument éviter ça. Donc ils ont renvoyé le scénario en espérant que Vince McMahon ne tilte pas par rapport à
à une des premières versions qu'il aurait peut-être vues. Donc voilà, il balance le truc. Un petit peu plus tard dans la journée, Ambrose, parce qu'à l'époque c'était Ambrose, donc on va continuer à dire Ambrose, surtout que c'est surtout sur son moment WWE dont on va parler dans la vidéo du jour. Il voit avec un scénariste des petites notes de Vince McMahon, une sorte de post-it qui est collé sur sa feuille. Et il y a marqué « Dean Ambrose doit comprendre pourquoi il doit insulter le public ». Parce que c'est aussi une des choses qui le dérangeait dans cette promo, c'est que tout le temps, il va blâmer le public en disant « Ouais, vous êtes des cons, vous puez la merde, etc. » Donc Vince McMahon a mis une note qui dit, deux choses qui dit Dean Ambrose doit bien comprendre pourquoi il doit insulter le public, et Dean doit comprendre qu'il doit réciter ses promos mot à mot sans les changer. Donc là, il était totalement désespéré, encore plus désespéré que dans cette promo, il était censé dire un truc sur le cancer de Roman Reigns. Donc là aussi, il a dit c'est hors de question que j'essaye d'avoir de la hit ou de la réaction du public en utilisant le cancer de Roman Reigns. Ce à quoi Vince McMahon lui a dit mais si, bien sûr, il fait partie de la feud, il faut qu'il reste toujours actif, donc on va en parler, bien entendu. Et donc c'est de manière complètement résignée que Dean Ambrose va faire sa promo, et là, en l'occurrence, il était tellement excédé qu'il a dit qu'il a jamais quitté la salle aussi rapidement. Il a fini son truc, il a pris ses sacs, il est monté dans sa voiture de loc, et il est parti à l'hôtel, ni une ni deux, parce qu'il n'en pouvait absolument plus de devoir supporter autant, non seulement de conneries, mais autant de bullshit autour du process créatif de la WWE. D'autant plus que dans ce cas de figure précis, à la fin des 6 promos et de tout ce qu'ils ont fait dans la journée, son personnage n'a pas forcément avancé, la feud avec Rollins n'a pas forcément avancé, donc tout ça, grosso modo, ça n'a servi à rien, si ce n'est gâcher le quotidien de ceux qui veulent essayer, entre guillemets, de faire bien. Mais ça, c'est dû un petit peu à la structure qu'a créé Vince McMahon depuis le rachat de la WCW, il en parle un petit peu plus tard dans le podcast, parce qu'il dit que, en fait, petit à petit, on est arrivé à une machine tellement bien huilée, mais de manière, en fait, finalement, super pernicieuse, super négative, parce que, en fait, les catcheurs ne sont plus du tout des artistes, les catcheurs sont des pièces d'un puzzle qu'on va mettre dans la machine en disant « Vas-y, viens, tu n'as plus rien à faire ». Il y a des scénaristes pour écrire tes promos, il y a des agents pour construire tes matchs, toi tu es juste un exécutant, en fait. Et c'est pour ça que la magie du catch disparaît à la WWE, parce qu'il n'y a plus aucune spontanéité, plus aucune légitimité, plus aucune place pour la créativité et le fait que les catcheurs soient des artistes et qu'ils soient des artistes qui mènent leur propre danse, vous voyez ce que je veux dire. Jericho d'ailleurs, il rebondit là-dessus, il dit que quand il a quitté la WWE en mai 2017, tout le monde lui a dit « Ah mais non, mais pourquoi tu pars maintenant, c'est génial, la liste, Kevin Owens, etc. » Et il a dit « Mais non, mais c'est pas la question c'est que je suis mort psychologiquement, j'en peux plus de me battre avec les scénaristes du matin au soir, et c'est pour ça que Jericho aussi a quitté en 2017, et dans ce podcast il le dit aussi très clairement, il avait pendant les 18-19 ans qu'il a catché à la WWE, depuis son arrivée en août 1999, lorsqu'il a interrompu The Rock à Chicago, un des plus grands moments de l'histoire de la WWE, il a dit que donc dans sa vie il n'imaginait jamais catcher ailleurs. En fait, il arrivait à un moment où il était tellement épuisé, tellement fini, en voyant les opportunités à la New Japan, à la AEW maintenant, qu'il s'est dit que finalement, il n'y a pas que la WWE pour faire du catch. Et c'est ce que dit Dean Ambrose un petit peu plus tard dans le podcast. Il rappelle que quand on est à la WWE, en fait, on est vraiment dans un microcosme, une petite bulle complètement à part, qui nous fait croire que le catch, c'est ce que propose la WWE, ou en tout cas la conception du catch de la WWE. Alors que finalement, depuis qu'il est parti, il se rend compte qu'il s'imagine à la CZW, il s'imagine à la Ring of Honor, il s'imaginait à la EW, il s'imaginait à la New Japan, il s'imaginait un petit peu partout, parce que le catch, c'est tout. C'est du comique, c'est des femmes, c'est du hardcore, c'est du technique, c'est des promos, le catch, c'est un tout. Et de vraiment mettre un carcan comme ça, comme fait la WWE autour de ce que le catch doit être, ça tue la passion des gens qui sont venus par amour au début à la WWE. Quelques semaines plus tard, après les promos dont il a parlé, un lundi matin ou un dimanche soir, il reçoit un SMS d'un scénariste en disant « Tu vas pas aimer ce qui va t'arriver demain ». Donc il dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit en fait il y a un segment où tu vas être avec un médecin en backstage, le médecin va t'inoculer plein de produits pour faire un petit peu antidote, pour que tu sois protégé en tout cas c'est ce que tu vas dire dans la promo, de la puanteur et de la dégueulasserie du public. En l'occurrence c'était dans le Wisconsin à Milwaukee. Donc Dean Ambrose, une fois de plus complètement dépité, il le dit, tous les lundis matins il avait une boule au ventre en allant au boulot. Et c'est quand même dramatique d'en arriver à ce point-là. Donc il va voir Vince McMahon,
et il lui dit qu'est-ce que vous pensez de cette connerie? Il lit le truc et il lui dit ah c'est génial, c'est trop bien écrit, c'est super, c'est ça qu'on veut à la WWE. Donc Ambrose il lui demande vraiment quoi, c'est ça qu'on veut à la WWE, c'est-à-dire des mecs qui se font faire des piqûres parce qu'après ils vont dire au public vous puez la merde. Et bah voilà, il a pas réussi à faire changer Vince d'avis, et là de manière totalement résignée il lui dit ok, si c'est ça que tu veux sur ton show, si c'est ça que tu veux mettre à Raw, et ben je suis ton homme, parce qu'il n'y a personne qui va faire autant d'efforts pour faire passer une telle connerie de la meilleure des manières. Et de manière générale, Ambrose il nous dit que malgré tout ce dont il avait, enfin tout ce qu'il avait à gérer en backstage, tout comme ça, ces confrontations avec les scénaristes, avec Vince, avec tout le monde, à chaque fois, il se disait, bon, allez, je vais le faire, et peu importe. Mais dans sa tête, il se demandait quand est-ce que un jour, il y aurait un élément qui ferait que là, c'est vraiment la goutte d'eau, et que ce serait impossible pour lui de continuer, que vraiment, il claquerait la porte. Dieu merci, entre guillemets, ça n'est jamais arrivé. Il a toujours réussi à faire preuve d'un grand recul, d'une grande maturité, pas comme Sasha Banks par exemple, là, qui est pas contente et qui se dit bah fuck that shit. Là il a dit bon bah moi je fais mon truc, si c'est de la merde tant pis, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je partirai. Donc c'est vrai que quand on a fait une bascule psychologique comme ça, où on sait d'avance qu'on va pas rester, ça aide aussi un petit peu à supporter le quotidien. Ce qu'il supportait pas aussi, c'est que de toute sa carrière, lorsqu'il était babyface, il y avait aucun plan long terme pour lui, aucun, jamais. Ça il le dit, c'était voilà, il naviguait comme ça, on ne sait pas trop ce qui se passait. Et pendant sa convalescence, il regardait pas mal de concerts. Il regardait la télé, il regardait en tout cas beaucoup de performances d'artistes. Et il adorait ça, parce que ce soit Queen pendant le Live Aid, d'ailleurs à titre perso je vous conseille le film Bohemian Rhapsody qui est vraiment pas mal. Donc il regardait beaucoup d'artistes comme ça, qui exprimaient leur amour, qui se donnaient à fond parce qu'on voit qu'ils aiment ça. Et il se dit putain mais ça fait combien de temps que j'ai pas eu ce sentiment à la WWE? Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, les gens arrivent à la WWE plein de passion, pétris d'envie, et que cette passion, semaine après semaine, elle s'évapore. Et que l'amour qu'on a pour le catch, il est incapable de s'exprimer dans un ring WWE. Et c'est là qu'il s'imaginait de revenir, franchement, presque n'importe où, sauf à la WWE. C'est quand même putain, je galère. C'est quand même grave. G-R-A-V-V-V-V-V-E. D'ailleurs, pour ce retour, il a dit à Vince, je veux revenir en heel. Il a même pris l'avion pour aller rencontrer Vince directement chez lui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Pour lui dire, voilà, moi je veux changer mon personnage, j'en ai marre, parce que mon personnage il sert à rien. Je veux que ça change, je veux un changement et je veux revenir en heel. Et donc ça parlemente pendant des semaines, pendant des mois. Et finalement, un jour, la nouvelle tombe, Vince lui dit « Oui, tu vas revenir en heel, mais voilà, c'est juste toi, mais en heel. » Et à ce moment-là, Ambrose, il s'est dit « Voilà, j'ai même pas encore fait mon retour, je suis déjà saoulé, parce que on n'a pas écouté non seulement mes envies, pour que je me sente bien, mais aussi ce que je propose, ce que j'essaye d'apporter au produit en général. » Et en parlant de retour, il parle du jour où il a fait son retour comme ça. Plutôt que garder la surprise à 100%, que ce soit vraiment une grosse surprise, que sa musique arrive de nulle part et que la foule explose comme ça, et ben non, en fait, il y avait un match avec je sais plus qui et Drew McIntyre, donc le Scottish Psychopath. Et là, à ce moment-là, les scénaristes, ils ont dit non, on va faire une promo à Rollins qui va dire « Ah bah si toi t'as un psychopathe, moi je vais te ramener un lunatique. » Et donc là, forcément, les gens, ils comprennent déjà. Donc ça a tué la surprise de son retour. Alors la foule a quand même explosé lorsqu'il est revenu, mais disons que c'était plus une surprise. Donc même quand il y a un grand retour, une grande surprise comme ça, ils sont capables de le gâcher juste parce qu'ils ont envie de toujours rajouter des petits détails comme ça qui servent à rien dans tous les sens, ils réfléchissent trop à tout le temps, quoi. Et lors de ce retour, même pendant sa convalescence, il nous le dit, Dean Ambrose dans ce podcast avec Jericho, il dit que même s'il n'y avait pas de catch, à part la WWE, c'est-à-dire que c'est le seul truc de catch, s'il pouvait plus faire de catch dans le futur, il serait quand même parti. Il en avait tellement marre qu'il voulait juste quitter la WWE. C'était pas une histoire de catch ou autre. Voilà, s'il fallait prendre son camping-car avec Renee Young et partir au bout du monde, il l'aurait fait. Tout ce qu'il voulait, c'était arrêter de travailler à la WWE. Et vu que sa décision elle était prise, il avait vraiment hâte, à mesure que l'échéance approchait, de recevoir son nouveau contrat pour tout simplement le redonner en disant non, c'est bon, sans même le regarder, parce qu'il nous dit même si c'est 5 ou 10 millions de dollars dessus, lui il s'en fout, il a sa maison, il a sa voiture, sa mère a même, il a payé une maison à sa mère, donc il est bon, il n'a pas un style de vie qui va nécessiter plein de thunes ni rien. Donc
même s'il y avait marqué 10 ou plus de millions de dollars sur son contrat, il ne l'aurait même pas regardé parce que ça ne changerait rien à sa vie, ça ne changerait rien à ses envies. Il le dit à plusieurs reprises dans ce podcast. Le problème, c'est la vision de Vince McMahon qu'il a du catch et du produit WWE aujourd'hui, en dehors de tout ce qu'il a créé autour de lui en termes de structure, de scénariste et de la machine WWE. Parce que le processus créatif de réflexion, de faire quelque chose de différent, ça marche plus. Ça marche plus du tout, c'est complètement mort, il n'y a aucune possibilité à la réelle création à la WWE. Ça, il insiste bien dessus. Et à ce niveau-là, alors le podcast, il a été enregistré un mois avant le show All Elite Wrestling de samedi dernier, lors duquel il a fait son retour. Donc ce podcast, il a été enregistré avant. Et évidemment, il était déjà en pourparlers avec Tony Khan et la AEW, et donc il nous parle vraiment des deux grandes différences entre Tony Khan et Vince McMahon. Alors Vince McMahon, évidemment, c'est un génie, c'est un businessman, parce que sans ça, il ne serait absolument pas arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Vince McMahon, il est clairement sur la pente descendante, alors qu'à l'inverse, quand il parle de Tony Khan, il parle de quelqu'un d'extrêmement passionné. Tony Khan, même s'il est multi centaines de millionnaires, milliardaires voire, enfin en tout cas son père, sa famille, il est fan de catch et on le sent. Vince McMahon est fan de ce qu'il fait. Vince McMahon va pas te parler, comme c'est le cas de Tony Khan, il nous le dit, de ce qui s'est passé dans un pay-per-view ECW de 1998, quoi. Donc c'est ça la plus grande différence qu'il voit, c'est que Tony Khan, il est fan de catch, il aime le catch plus que tout depuis toute sa vie. Alors que Vince McMahon, à l'inverse, il est fan de WWE, de sports entertainment, de promotion, de business. Donc même si Khan, évidemment, c'est un businessman, c'est dans la famille, mais son approche du catch, elle est fanatique, elle est pas, c'est pas la même que Vince McMahon, et c'est en ça qu'il se retrouve complètement dans le projet AEW. Ce qu'il a beaucoup aimé aussi, c'est que même s'il avait Twitter avant, Dean Ambrose, il a jamais utilisé Twitter. Par contre, il s'est bien amusé à poster sa vidéo de promo le 1er mai à minuit ou minuit 1, directement après l'expiration de son contrat WWE. Et là, ça, je sais plus combien il y a eu de millions de vues. Toujours est-il que il a jamais utilisé Twitter de son temps à la WWE, mais dès que c'est terminé, il s'est bien amusé à les emmerder en mettant son truc et en utilisant Twitter. Et si vous allez sur son Twitter, vous allez voir qu'il n'y a pas une grande activité, mais le fait que sans jamais avoir utilisé Twitter, là il le balance, c'était vraiment il le balance le 1er mai, c'était vraiment un gros chais pour Vince McMahon et la WWE. D'ailleurs, en parlant de cette vidéo là qu'il a postée, donc vous savez, celle où il quitte la prison et il s'émancipe. Vince McMahon lui a envoyé un SMS. Un SMS qui était à l'heure de Vince McMahon à peu près 4h du mat. Donc le gars il ne dort jamais, quoi. Et il lui a demandé s'il voulait étendre son contrat juste pour quelques semaines, comme ça, pour qu'il puisse prendre part à la tournée européenne. Même s'il a eu une toute petite hésitation, ça il l'avoue sans problème, en se disant « Ah ouais, tiens, une dernière tournée de Shield, les adieux du Shield en Europe, etc. » Non, après un quart de seconde d'hésitation, il a dit « Non mais, tu te fous de ma gueule, après tout ce que tu m'as fait endurer, maintenant c'est à moi de te rendre service, donc non, il est hors de question. » Et quand il est parti de la WWE, Vince McMahon lui a dit « Ah mais t'aurais pu me dire que t'étais pas satisfait, comment veux-tu que je devine, etc. » Donc il l'a bullshité complet parce que ça faisait des années que tous les lundis, il allait dans son bureau en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Donc forcément Vince McMahon, il le savait très bien qu'il était extrêmement insatisfait, mais il essaye toujours de garder un petit peu la face Vince comme ça en faisant croire que tout est beau pour alléger les tensions comme ça un petit peu en amont quand les gens viennent le voir. Il fait un petit peu le dupe comme ça, l'ingénu, de pas trop savoir que les gens sont pas satisfaits alors qu'il le sait au fond de lui pertinemment. Mais voilà, c'est un petit peu pour arrondir les angles, mais ça ne change rien, les gens veulent partir aujourd'hui. Il y a Luke Harper, il y a les Revival, il y a donc maintenant Sasha Banks, le moral n'a jamais été aussi bas à la WWE, d'autant plus que les opportunités, que ce soit au Japon ou aux États-Unis avec la AEW, même d'autres plus petites fédérations, il n'y a jamais eu autant de catch, de bons catch, d'opportunités de faire et de voir du bon catch pour que les employés de la WWE, même s'ils ne sont pas employés, ça peut-être on en reparlera dans une autre vidéo, se disent écoute, moi j'en ai plein le cul, faut que je parte. Et c'était exactement ce qu'a fait Dean Ambrose, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est passé sur le podcast de Chris Jericho pour expliquer tout ça en détail. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo qui vous donne les grandes lignes, les grands éléments
abordé en toute franchise avec Dean Ambrose, mais toujours, je tiens à le préciser, de manière respectueuse. Il n'a jamais dit la WWE c'est de la merde, je les déteste. Non, c'est simplement que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il cherchait. Donc comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo en entier, merci pour vos commentaires, pour vos partages, etc. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter également, @WrestlingClinic. Et d'ici la prochaine vidéo qui, je sais, vous plaira comme d'habitude, eh bien, vous savez qu'il ne vous reste pas grand-chose à faire, si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24 et surtout garder la passion. Allez, bye bye.